direct. Ça les fait venir. Très bien. Bon. Bonjour à tous. Merci de votre présence pour cet instant partenaire. Nous sommes aujourd'hui en présence de notre partenaire Progisap, toujours pour vous accompagner sur le Ségur de numérique. Je laisse la parole à Nicolas Fauvel pour cette présentation et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup, Agnès. Bonjour à tous. Bonjour, Johanna, qui vient d'écrire dans le chat. Donc, effectivement, je me présente, donc Nicolas Fauvel, responsable produit au sein de CNF. Donc CNF qui est l'éditeur du logiciel Progisap, qui est une solution de gestion dédiée au service à la personne. Le but de ce webinaire aujourd'hui en partenariat avec la FEDESAP, c'est de faire un peu un point global sur le projet du Ségur du numérique, notamment le fameux projet que vous avez tous entendu parler, Ma Santé 2022, mais qui, au cours des échanges avec nos clients et les différents acteurs, on se rend compte que c'est plus ou moins flou un peu pour tout le monde. Mais on va justement essayer de mettre en lumière pourquoi et surtout bien mettre en lumière ce sur quoi vous êtes concerné, vous, en tant que SAD. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ce projet-là, il est vraiment global. Et voilà, essayer vraiment de resituer un peu le contexte et de se dire, OK, à quel niveau un SAD, lui, est impacté. Pour ça, du coup, ce que je vous propose, c'est de le voir en deux étapes. C'est d'abord de voir, resituer un peu ce contexte-là, de voir un peu en quoi vous êtes impliqués, donc les SAD, et derrière, surtout, qu'est-ce que ça impacte, nous, côté éditeur, et surtout, vous, dans votre quotidien, à terme. Donc, l'idée, c'est ça, c'est de savoir qu'est-ce que vous allez connaître comme changement dans votre logiciel et dans vos process par rapport à ce projet-là. Juste avant de commencer, du coup, CNF, pour vous représenter un peu tout ce qu'on fait, donc CNF, comme je disais, éditeur de la solution Progisap, mais on ne fait pas que Progisap pour le service à la personne. Ça veut dire que Progisap, c'est un de nos secteurs d'activité, qui est le Care Services. Mais derrière, on est aussi présent sur le Facility Management, donc tout ce qui va être propreté multiservice, donc là, plus envers les professionnels, et aussi sur le secteur du Hospitality Management, où là, on va être vraiment sur le housekeeping dans les hôtels, etc. Ça, c'est nos différents secteurs d'activité. Aujourd'hui, au niveau de Progisap, nous, on édite du coup une solution de gestion, comme je le disais, 100% web. Donc, l'idée, c'est vraiment l'ERP complet, votre logiciel métier. Et vous allez voir que tout à l'heure, on va justement l'appeler aussi sous un autre nom qui est le DUI, d'accord? Donc, Progisap, qui est vraiment votre cœur de métier, votre logiciel en agence. Et à côté de ça, va graviter plusieurs applications mobiles pour équiper un peu tous les acteurs de votre agence. Donc, on va avoir Mobisap, qui est une solution de télégestion mobile, d'accord, pour tout ce qui est pointage à la norme ESPADOM, pour la télétransmission, des pointages auprès de votre département, etc. D'accord. Calimobi, qui est une application de tablette de suivi qualité à destination de vos inspecteurs, de vos responsables de secteur, pardon. Donc là, voilà, l'idée, c'est de pouvoir paramétrer tous vos référentiels qualité sur votre outil métier et de pouvoir venir saisir ces différents formulaires directement sur une tablette. L'idée, bien évidemment, c'est d'accentuer la mobilité et d'accentuer aussi en fait cette remontée d'informations. Tout ce qui sera saisi sur la tablette remonte en direct dans le l'ERP. Donc là-dedans, on va parler justement des projets personnalisés d'accompagnement, des différentes grilles d'évaluation, d'accord, des grilles d'inspection, l'évaluation des risques, etc. Voilà. On va aussi avoir une application mobile à destination de vos clients. Okay, ou des aidants familiaux. Donc, la Clink, qui, elle, est une application, un peu un portail client dématérialisé de mesure de satisfaction. Donc là, à chaque fin de prestation, par exemple, on pourra pousser une petite notification ou un SMS à vos clients afin qu'ils vous indiquent un peu leur niveau de satisfaction avec un système de smiley ou une réponse entre 1 et 5 sur un SMS ou quoi que ce soit. L'idée, encore une fois, c'est vraiment d'axer la qualité et la communication de tous les acteurs de ce parcours de santé, entre guillemets. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'avoir tout de suite les causes d'insatisfaction, de pouvoir rebondir instantanément et forcément axer la qualité. À côté de ça, forcément, couplé à l'ERP, on va avoir Silae, qui est un outil de paye avec tout un système de veille légale et conventionnelle automatique qui va vous permettre de générer les bulletins de paye en fonction des éléments qui sont saisis dans votre logiciel de planification. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir équiper tout le monde un peu à 360. Du coup, pour faire le point un peu sur le projet du Ségur du numérique. Dans l'idée, comment est-ce qu'on veut l'amener aujourd'hui? C'est de vous dire… Attention, là, je suis passé sur la slide d'après. Dans l'idée, encore une fois, c'est de partir du projet général, d'accord? Donc, ça veut dire quand on parle du Ségur du numérique, justement, aujourd'hui, qu'est-ce que ça implique? L'idée, c'est que ce projet-là, il est autour de 5 grandes orientations.
D'accord? Donc, c'est ce que vous voyez justement sur le diapositive en haut à gauche. Donc ça, c'est vraiment les orientations nationales qui sont prises avec ce projet-là. D'accord? L'idée, c'est de pouvoir justement un peu renforcer la gouvernance du numérique en santé, de pouvoir intensifier la sécurité et l'interopérabilité, accélérer les déploiements de services numériques. Ok, on va justement parler juste après des services socles, ça veut dire les fonctionnalités attendues. D'accord? L'idée, c'est aussi de pouvoir aider à déployer. On va voir les différents biais de financement qui sont proposés donc, par les différents acteurs de ce projet-là et surtout soutenir l'innovation. Donc ça, c'est vraiment les grandes lignes directrices du projet du Ségur du numérique. L'idée, c'est que justement, sur le petit graphique avec les maisons que vous voyez à droite, ça représente un peu toutes les choses à mettre en place dans le cadre du Ségur du numérique. D'accord? Donc là, quel que soit le secteur. OK? Donc justement, on retrouve en fin de compte un bloc avec nos services socles qui va être justement les différents outils de coordination, les fameux DMP, dossiers médicaux partagés, les agendas partagés, la notion de prescription, etc. Encore une fois, là, on est vraiment sur tous les acteurs du Ségur du numérique. OK? Ça veut dire que ça va concerner les hôpitaux, les médecins de ville, les pharmacies, etc. Et justement, vous, dans un des couloirs qui est les établissements médico-sociaux. Donc, pour le moment, n'ayez pas peur de tous les termes que vous voyez, vous n'êtes pas forcément concerné par tout ça. D'accord? Mais l'idée, c'est déjà de vous donner la ligne directrice de ce projet-là pour que vous compreniez vraiment l'enjeu. D'accord? Donc, justement, on va avoir aussi la notion de mon espace santé, que vous avez sûrement dû entendre parler au 1er janvier 2022, les ouvertures, etc. Donc, en gros, dans ce projet du Ségur du numérique, sur la partie un peu technologie, il y a plein de petites briques qu'il va falloir justement imbriquer au sein de nos process, au sein de votre logiciel, au sein de vos process aussi en interne. Ça va changer un peu vos manières de travailler sur l'objectif de ce projet-là. Donc, voilà, ça, c'est vraiment l'enjeu global. D'accord? Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur ce projet-là, il est défini en plusieurs couloirs. Comme je disais, il va concerner plusieurs typologies un peu de société, d'accord? Donc, on va avoir un premier couloir qui est sur la biologie médicale. Donc, ça veut dire que là, il y a des choses qui vont être mises en place pour ce couloir-là. Donc là, on va retrouver tous les laboratoires pour les prises de sang, etc. D'accord? Ça, c'est ce premier couloir qui ne vous concerne pas. D'accord? Donc, dans ce projet, déjà, il y a des choses qui ne vous concernent pas. La partie radiologie, d'accord? La partie médecine de ville, comme je vous disais aussi. Les établissements de santé. Donc là, on va retrouver justement tout ce qui va être les PSI, les SSR, les HAD, etc. D'accord? C'est des établissements avec lesquels vous travaillez, mais on ne va pas leur demander la même chose qu'à vous qui êtes un établissement médico-social. OK? Donc justement, après, dans le couloir, il y a aussi les établissements médico-sociaux. Donc là, on va retrouver un terme qu'on va utiliser beaucoup dans ce projet-là, qui sont les ESMS. D'accord? On va vous diffuser un glossaire après, derrière, dans le chat. Et justement, un couloir pharmacie. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que déjà, dans ce projet du Ségur du numérique, vous êtes concerné que par un couloir en tant que SAD. Okay, on fait vraiment un focus ici sur la partie domicile pure, uniquement les SAD. D'accord? Je ne vais pas parler de SIAD, de SPASAD ou quoi que ce soit. Donc, vous êtes déjà dans ce couloir des établissements médico-sociaux. D'accord? Ensuite, si on passe à la slide suivante, ce couloir-là est encore divisé plusieurs types d'établissements. D'accord? Donc, quand on parle du couloir des établissements médico-sociaux, en fin de compte, on s'est basé vraiment là sur la base du FINES. D'accord? On va y revenir justement après. Et en fin de compte, ça veut dire que ce couloir concerne vraiment tous ces acteurs-là. Donc, on va retrouver justement les établissements d'accueil pour adultes handicapés, tout ce qui va être les MAS, les maisons d'accueil spécialisées, etc., les EHPAD, les SIAD, les SPASAD. On voit bien qu'en plus, dans ce couloir-là, vous n'êtes pas concerné par toutes ces parties-là. Ça veut dire que dans ce couloir, ce qu'on va demander, il va y avoir plusieurs types de profils qui vont être définis et donc des exigences qui ne sont pas forcément les mêmes. Il y aura des choses qui seront communes, d'accord, parce que ça reste un établissement médico-social, mais derrière, forcément, des spécificités qui vont être bien définies. Et aujourd'hui, au niveau de ces profils-là, on a différents profils qui sont réalisés par les task force, par les réunions avec les éditeurs pour justement définir tout le cadre de ce projet. On va avoir le couloir personnes âgées. Et là, bizarrement, on a tendance à vouloir se dire, OK, moi, j'interviens auprès de personnes âgées, donc du coup, je vais être concerné. Mais vous n'êtes pas concerné par ce profil-là, vous, en tant que SAD. D'accord? Le profil personnes âgées, c'est plus vraiment pour les établissements qui accueillent les personnes âgées, donc plus ce qui va être EHPAD, etc. On va avoir aussi un couloir personnes handicapées, où là, ça va être la même chose, mais pour le handicap. OK? Et un couloir qui va être spécifique pour vous, qui va être vraiment le domicile, pour le parti SAD. OK? Mais attention, dans ce couloir-là aussi du domicile, on va avoir les notions de SIAD, de SPASAD, etc.
D'accord? Donc, encore une fois, dans ce profil-là, sur le domicile, il y a des petites spécificités quand même. OK? Voilà, c'était vraiment pour dégrossir un peu tout ça, de partir vraiment sur le principe de l'entonnoir, de dire: «OK, le Ségur du numérique, on a vraiment nos 6 couloirs, mais dans ces 6 couloirs-là, on a encore des différents profils définis». OK? Donc vous êtes en réalité qu'une petite brique de tout ce projet-là, quoi. Mais vous êtes quand même impliqué. Donc il faut vraiment savoir à quel niveau vous, vous êtes impliqué dans ce projet. Si on passe à la slide suivante, du coup, c'est un peu pour mettre en lumière, vous, à votre niveau en tant que SAD, ce que ça va changer. Donc aujourd'hui, les grandes notions, donc là, on retourne sur notre notion de service socle, hein, d'accord, des différents services qu'il va falloir implémenter dans vos process et dans vos logiciels. On va retrouver justement cette notion de DUI. Tout à l'heure, je vous parlais, quand je vous présentais Progisa, on va maintenant l'appeler un peu sous un nouveau nom, au lieu de RP, de logiciel ou quoi que ce soit, et ça va vraiment devenir DUI, un dossier d'usager informatisé. Ça, en fin de compte, c'est un peu le nom technique qu'on va donner à vos solutions de gestion, d'accord, que vous utilisiez jusqu'à maintenant, mais dans le cadre du projet Ségur. Grosso modo, il faut retenir un peu cette ligne directrice. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a justement, dans le cadre de ce projet-là, des exigences cœur de métier fonctionnelles auxquelles il faut répondre, nous, en tant qu'éditeurs, pour être appelé DUI. Ça veut dire que on est vraiment audité et on doit être référencé en tant que logiciel DUI. Donc, dans la majorité aujourd'hui, toutes les solutions que vous aviez sur le marché sont déjà un peu caractérisées par des DUI. On a des petites évolutions qui sont à faire au niveau du cœur du métier ou fonctionnel pur, mais la majorité des logiciels le sont déjà. Donc voilà, la notion de DUI aujourd'hui, dites-vous quelque chose, c'est que les acteurs, éditeurs que vous connaissez tous aujourd'hui en tant que SAD sont des DUI, concrètement. D'accord? Ensuite, autour de ce DUI va venir graviter différents services socles qui vont être mis en place au fil du temps qui va arriver. On va avoir notamment la partie Mon espace santé. D'accord? Ça, si vous avez un peu suivi l'actualité, c'est l'espace de santé qui est ouvert pour tout citoyen français depuis le 1er janvier 2022 et sur lequel on peut s'opposer aujourd'hui, mais à terme, forcément, il faudra essayer de le généraliser au maximum. Cet espace-là, grosso modo, c'est un espace numérique sur lequel on va retrouver tout le parcours de santé d'un citoyen. Par exemple, Nicolas Fauvel, mon espace santé, si je vais aller faire mon petit test PCR ou une prise de sang, grosso modo, tous les acteurs de mon parcours de santé vont devoir déverser des informations dans mon dossier médical. D'accord? Tout ça, justement, ce sera disponible pour tous les acteurs. Donc, vous, en tant que SAD, quand vous allez recevoir un usager pour une prise en charge ou quoi que ce soit, intervenir à son domicile, l'idée, c'est de pouvoir partager les informations avec le SIAD potentiellement qui peut intervenir à côté, avec les hôpitaux qui vont pouvoir récupérer des informations que vous lui mettez à disposition aussi concernant cet usager. Si jamais madame est tombée, qu'elle a été transportée par les pompiers auprès de l'hôpital, etc. L'idée, c'est vraiment de retrouver tout ce parcours-là au sein d'un même espace. D'accord? Pour vous donner vraiment la grande idée. Une autre des briques, c'est justement la partie messagerie sécurisée de santé. Donc là, l'idée, c'est de se dire, OK, quand je vais communiquer justement une information de santé pour cet usager-là, c'est de verrouiller un peu le canal de communication et d'utiliser forcément un canal qui est cadré sur des référentiels techniques, sur des référentiels de sécurité, etc. Donc, c'est vraiment un cadre réglementaire de discussion de données de santé, globalement. On va aussi avoir cette notion que vous avez sûrement dû entendre, l'INS, d'accord? Donc l'identifiant national de santé, où là, concrètement, ça va permettre de s'assurer de qui on parle. Je reprends mon exemple, Nicolas Fauvel, si jamais je vais auprès d'un SAD pour réaliser des prestations dans le cadre de ma prise en charge départementale, moi, de votre côté, je vais être identifié via, aujourd'hui, dans la majorité des logiciels, ça va être le nom, le prénom, la date de naissance, etc. Là, l'idée, c'est de se dire, OK, n'importe quel acteur de mon parcours de santé doit être en mesure de savoir qu'on parle d'une même personne. Donc, l'identifiant national de santé va permettre justement ça, d'être sûr, via un identifiant unique, qu'on parle bien de la même personne. OK? Et la dernière brique en fait de tout ça, ça va être aussi la partie Pro Santé Connect. L'idée, c'est comme on le voit, il y a vraiment cette notion de santé aujourd'hui qui rejoint le couloir du médico-social. Donc, qui dit données de santé, dit il faut s'assurer de qui y accède, qui met à jour ces données, etc. Donc aujourd'hui, vous allez devenir des professionnels de santé, vous, en tant que SAD, en tant que personnel encadrant ou même auxiliaire de vie. Et donc l'idée, c'est de savoir que, OK, vous êtes habilité à accéder à ces données de santé-là. Donc il va falloir forcément vous identifier quelque part en tant que professionnel de santé. Et pour accéder à ces données-là, vous identifier via des services qui sont mis en place par l'État
pour assurer que seuls les personnels de santé peuvent accéder à ces données-là. Donc voilà, ça fait un peu beaucoup de choses. On va les revoir en détail juste derrière. Mais l'idée, c'est vraiment ça, de cadrer un peu toutes ces nouveautés et de vous expliquer vraiment les services sur lesquels vous êtes concernés aujourd'hui dans le cadre du projet Ma Santé 2022. Si on passe du coup par la première brique, comme je le disais, l'INS. La partie INS, donc comme je disais, ça va vous permettre de garantir une identité unique et pérenne d'une personne que vous allez renseigner dans votre logiciel. D'accord ? Je prends l'exemple un peu là sur la slide que vous avez dans le carré bleu en bas à droite. C'est qu'en fin de compte, au niveau de votre médecin de ville, Nicolas Fauvel, il va être renseigné comme Fauvel avec un prénom en majuscule, ou peut-être qu'ils vont prendre justement faire une faute ou quoi que ce soit. Il y aura ma date de naissance, mon sexe. Auprès de la pharmacie, je vais avoir une autre donnée qui sera enregistrée. Et puis, auprès de vous, le SAD, encore peut-être une autre donnée. Au final, on parle vraiment de la même personne, d'accord ? Mais je n'ai pas d'unicité numérique, entre guillemets, entre ces trois fiches qui sont sur trois acteurs totalement différents. L'idée, justement, vu que tout le monde va déverser dans un dossier, on l'a vu tout à l'heure, dans un dossier partagé, c'est de pouvoir se dire, OK, il faut que je sois sûr qu'on parle de la même personne. Donc, l'INS, c'est ni plus ni moins ça. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir, en renseignant des traits d'identité, d'accord, qui vont être composés du nom de naissance, du prénom de naissance, de la date de naissance, du sexe et d'un lieu de naissance, ainsi qu'un justificatif d'identité, forcément, de récupérer un numéro qui va vous permettre de garantir l'unicité de l'identité de la personne que vous avez créée. Et vous serez obligé d'utiliser cette donnée-là pour pouvoir passer à l'étape d'après, donc créer les plannings de prise en charge, etc. C'est ce qui va vous garantir que, OK, vous êtes habilité à récupérer ces données pour cette personne-là, et surtout derrière de pouvoir partager ces données-là avec les différents acteurs du parcours de santé. D'accord ? Donc ça, justement, c'est des choses qui vont être mises en place dans les logiciels. L'idée pour nous, en tant qu'éditeur, c'est d'essayer de rendre ça le plus transparent pour vous. Okay, donc, c'est en récupérant ces différents traits d'identité que vous récupérez quasiment tous aujourd'hui. Et c'est justement de pouvoir vous donner accès au bouton qui va récupérer ces identifiants. Cet identifiant-là, techniquement parlant, ça va être le NIR, donc le numéro de sécu, ou le NIR. D'accord ? Voilà, qui permet justement de garantir ça. Mais l'INS, réellement, est l'ensemble de ce numéro, d'accord, INS, et les 5 traits d'identité. Ça veut dire que c'est vraiment cette donnée-là qu'on va tout le temps véhiculer pour s'assurer qu'on parle bien de la même personne. OK, j'espère que c'est clair. De toute façon, après, il y aura une partie questions-réponses un peu pour voir un peu tout ça. Et là, si on peut passer juste après. Deuxième socle, pour en parler un peu plus en détail, la partie ProSanté Connect. Donc, comme on le disait, c'est des choses qui sont mises en œuvre par des services de l'État, donc là, notamment l'ANS, l'Agence du numérique en santé. Et vous allez devoir vous enregistrer sur le RPPS+. D'accord ? Donc aujourd'hui, c'est ni plus ni moins l'endroit, l'annuaire un peu de santé où tous les professionnels de santé vont se renseigner. Pour les médecins, c'est les ordres qui les renseignent automatiquement, pour tout ça. L'idée, c'est que jusqu'à maintenant, le médico-social ne pouvait pas s'inscrire sur ce portail-là parce qu'ils n'étaient pas considérés comme des acteurs de santé. Donc là, ils ont étendu un peu ce répertoire des professionnels de santé, d'accord, donc le fameux RPPS, donc répertoire partagé des professionnels de santé, pour que le médico-social puisse s'y inscrire. Jusqu'à maintenant, les professionnels de santé possédaient une carte physique qui leur permettait de justifier qu'ils pouvaient travailler dans le domaine de la santé. Vous, dans l'idée, dans le médico-social, c'est que ces cartes seront dématérialisées. Et donc, on va non pas parler de carte CPS, mais on va parler de carte ICPS pour le domicile. Okay, donc, ce sera des cartes dématérialisées qui vont fonctionner ni plus ni moins avec une application mobile qui sera justement mise en place pour ça. Ce qui veut dire que pour pouvoir accéder dans le DUI, dans ProgiSAP, okay, pouvoir accéder aux données de santé de vos usagers, il faudra qu'on s'assure, nous, en tant qu'éditeur, que vous êtes bien un professionnel de santé. Tout ça, ça va venir changer aussi un peu cette partie-là dans votre DUI et dans votre quotidien, où il va falloir vous authentifier via ProSanté Connect. ProSanté Connect, pour vous faire un petit parallèle, c'est un peu comme quand vous utilisez les systèmes France Connect pour les impôts ou pour l'ANTS, pour ceux qui font justement des papiers, les cartes d'identité ou quoi que ce soit. C'est un système qui vous permet de vous connecter un peu n'importe où, etc. Donc, c'est un peu le même système. Et donc, pour vous connecter au DUI et accéder aux données de santé dans la fiche, okay, il faudra justement passer par ce système-là. Si vous ne passez pas par ce système-là, on restera sur de la donnée générale de votre usager, donc notamment, par exemple, pour les prestations de confort. Ça veut dire que dans votre SAD, si vous avez des prestations de confort et des prestations de prise en charge,
bah, si vous ne vous connectez pas par ProSanté Connect, vous n'aurez accès qu'aux informations de vos salariés dans le cadre de de vos salariés, pardon, de vos usagers pour la mise en place des prestations de ménage, de prise en charge, etc. OK? Donc, l'idée, c'est vraiment ça, de pouvoir être sûr que la personne qui se connecte et qui accède aux données de santé sont habilitées à le faire. D'accord? Si on passe à la slide suivante, donc là, comme je disais, c'est la partie messagerie sécurisée de santé. Ça veut dire qu'il va falloir passer par des opérateurs qui sont bien définis. Hein. Il y a justement une liste blanche des opérateurs qui est maintenue par les organismes de l'État pour justement sécuriser un peu la transmission de ces données de santé. D'accord? Donc, dans l'idée, c'est ni plus ni moins comme une boîte mail, d'accord, générique, mais qui va vous garantir derrière la sécurisation des flux de données. D'accord? Donc là, on va parler de données de santé, etc. Donc, forcément, il y a des choses vraiment très particulières à mettre en place. Je ne rentre pas dans la partie technique pure, hein, parce que sinon, ça va plus perdre les gens qu'autre chose. Mais voilà, donc ça veut dire que vous allez avoir deux types de boîtes aux lettres derrière qui vont être mises en place, soit des boîtes aux lettres organisationnelles, ça veut dire une boîte aux lettres un peu comme vous avez aujourd'hui dans contact@monsad.com. Ça, c'est une boîte aux lettres organisationnelle. Ça veut dire que tous les acteurs, quand ils vont mettre à disposition des documents ou des données de santé concernant un usager, ils vont pouvoir vous véhiculer ces informations-là par cette messagerie sécurisée de santé sur votre adresse mail organisationnelle de cet opérateur messagerie sécurisée de santé. D'accord? Au-delà de ça, on pourra mettre aussi en place des boîtes aux lettres nominatives, etc. Dans le cas du domicile, on verra si c'est pertinent ou pas, mais voilà. Donc voilà, pour vous la faire courte. L'idée, c'est que derrière, forcément, je peux passer l'âge, on vous met aussi à disposition un annuaire de santé. Ça veut dire que dès lors qu'on passe par une liste blanche d'opérateurs de santé qui est maintenue à jour par les organismes de l'État, etc., forcément, on mettra aussi à disposition un annuaire de santé qui référencera un peu toutes ces adresses. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans votre logiciel, vous mettez souvent en place les différents coordinateurs, les différents acteurs qui interviennent aussi au sein du domicile de l'usager, du type l'infirmière qui passe aussi, le SIA qui peut passer, le kiné qui passe aussi à domicile de l'usager, ni plus ni moins tous les acteurs qui rentrent dans le parcours de soins. On est encore là-dedans. Donc, l'idée, c'est que là, vous puissiez les identifier très clairement, au-delà d'un nom, prénom et d'un numéro de téléphone, c'est les identifier très clairement dans le logiciel en tant que professionnel de santé. Et donc, la donnée viendra de cet annuaire-là. Ça, pareil, ça garantit du coup l'unicité de ce coordinateur professionnel. D'accord? Donc ça va simplifier un peu les démarches justement pour rattacher les contacts à vos usagers et de pouvoir au moins bien identifier la personne qui rentre en contact. Dernière brique un peu de tout ça, c'est ni plus ni moins donc la notion du dossier médical partagé. Ça, on le met bien souvent en corrélation avec Mon Espace Santé. Pourquoi? C'est qu'auparavant, avant la sortie de Mon Espace Santé, on avait déjà la possibilité de créer des dossiers médicaux partagés par d'autres opérateurs. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mon Espace Santé, donc c'est un espace qui est fait justement, qui a été mis à disposition par le gouvernement, et il a été déployé le 1er janvier 2022. OK? Donc, on a tous reçu normalement un petit texto ou un petit mail qui nous disait justement que voilà, Mon Espace Santé allait être ouvert, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que si on ne s'y est pas opposé, au bout de 6 semaines, l'espace santé était automatiquement créé. D'accord? Donc, dans la grande majorité des cas, vous allez l'avoir. Les personnes qui avaient déjà un DMP pouvaient justement s'opposer à l'ouverture de Mon Espace Santé et se dire « Ok, j'en ai déjà un, donc je ne veux pas ». L'idée, c'est que justement, aujourd'hui, c'est bloqué le fait de pouvoir créer d'autres dossiers médicaux partagés par d'autres éditeurs. L'idée, c'est vraiment de tout centraliser sur Mon Espace Santé. Toutes les données vont être basculées sur Mon Espace Santé et Mon Espace Santé va être généralisé, quoi qu'il arrive. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'on le met souvent en fait en corrélation, c'est que ça va vraiment être le biais qui va permettre d'avoir ce dossier médical partagé. Encore une fois, ce dossier médical partagé, il va vous permettre justement de transmettre les différents documents sur l'espace de santé d'un usager spécifique. Donc là, on retrouve vraiment, du coup, toutes ces notions-là qu'on a vues au préalable. Ça veut dire que pour transmettre ces documents-là, il nous faudra forcément l'INS de l'usager, d'accord, pour savoir de qui on parle, sur quel espace je vais devoir déverser mes documents, d'accord. Vous, de ProSanté Connect, qui va les déverser, ok. Par quel biais ma messagerie de sécurité de santé, je vais pouvoir envoyer ces documents-là. Donc l'idée, c'est justement ça. Et c'est là-dedans, dans le dossier médical partagé, qu'on va mettre à disposition toutes ces ressources. Vous, au niveau du domicile, vous allez être globalement impacté par la notion de projet personnalisé d'accompagnement. D'accord? Ce sont des documents que vous allez devoir mettre à disposition sur le dossier médical partagé.
ainsi que ce qu'on appelle le DLU DOM, donc le dossier de liaison d'urgence au domicile. L'idée, encore une fois, je te prends l'exemple, ni plus ni moins, c'est que notre petite Ginette, 92 ans, on intervient dans le cadre de prestations de prise en charge à son domicile. Vous avez des données et vous préparez ces fiches-là, justement, de liaison d'urgence auprès du domicile. Donc, imaginons qu'elle tombe et que les pompiers interviennent au domicile. Si, par exemple, les pompiers ou l'hôpital derrière qui va réceptionner cet usager-là va pouvoir accéder à ces données-là, voir ce qui est mis en place au sein du domicile ou quoi que ce soit, en fait, ça agrémente vraiment et ça améliore la qualité de prise en charge de cet usager au sein de tout le parcours de santé. Il faut vraiment comprendre que l'objectif de tout ça, c'est de pouvoir améliorer la prise en charge de A à Z, donc dans l'idée du domicile jusqu'aux établissements de santé. C'est vraiment ça. C'est pour ça que justement la partie de domicile a été implémentée dans ce projet-là. D'accord? On va passer à la slide. Donc justement, ça, sur cette slide-là, j'ai voulu un peu mettre en lumière sur la partie domicile. On le voit bien, d'accord? On s'est vraiment centralisé sur la partie domicile et pas les autres couloirs PA et PH, des différents documents qui vont être mis à disposition. Donc vous êtes central sur ce schéma-là. Ça veut dire que vous êtes justement ici. Les flux entrants que vous allez pouvoir consulter directement, donc sur la partie domicile, attention, il y a encore cette partie SIAD, SAD, etc. D'accord? Ça va être les différents documents qui sont sur la gauche, donc les comptes rendus de biologie, les lettres de liaison de sortie, donc l'hôpital qui va mettre à disposition ces lettres-là justement dans le cadre de mise en place de sortie de SPI ou quoi que ce soit. Okay, donc, c'est les différents documents que vous allez pouvoir prendre connaissance depuis le DMP. Vous, à contrario, vous allez devoir mettre à disposition, comme je le disais, les deux documents qui sont le projet personnalisé d'accompagnement et les deux LUDOM, le dossier de liaison d'urgence domicile. Okay, donc justement, à cet effet-là, ça veut dire que les éditeurs vont un peu formaliser aussi ces documents pour pouvoir les envoyer. Okay. Je termine juste par une slide qui met un peu en lumière donc, tous ces différents services socles et comment est-ce qu'ils se branchent un peu entre eux. Dans l'idée, vous êtes vraiment celui qui est encerclé par le cercle rouge. On retrouve nos 6 couloirs concernés par le Ségur du numérique. Donc, les pharmacies, les établissements de santé, les hôpitaux, etc. Vous êtes une de ces briques de cela. Voilà. L'idée, c'est, vous le voyez bien, donc ils sont tous reliés entre eux par la messagerie sécurisée de santé. Vous allez pouvoir dialoguer avec ces différents acteurs-là par la messagerie sécurisée de santé et envoyer du coup ces différents documents via l'INS, via ProSanté Connect, dans l'espace santé de l'usager. C'est vraiment pour mettre en lumière un peu justement comment ces services SOC permettent justement d'échanger les informations. Ce n'est pas simplement un service SOC et c'est bon, c'est réglé. Non, c'est vraiment la complémentarité de tout cela qui va faire qu'on rentre dans le projet vraiment du Ségur du numérique. Maintenant, l'idée, c'est de se dire, OK, tous ces services SOC, il faut bien les mettre en place. Ça va prendre du temps, et donc le temps, c'est de l'argent, donc ça va coûter un peu. Comment est-ce que l'État a pensé financer tout ça? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 billets de financement aujourd'hui. Il va y avoir le projet ESMS numérique qui est pris justement et animé par la CNSA, etc. D'accord? Ça, c'est un des billets de financement. Vous êtes tous adhérents FEDESAP, vous savez tous un peu les financements FEDESAP qu'il y a eu justement sur la… Alors Agnès, coupe-moi si je me trompe, mais voilà, sur le fait de s'équiper d'une solution de gestion labellisée FEDESAP, etc. C'est grosso modo le même type de financement. D'accord? Ça veut dire qu'il y aura plusieurs possibilités. Donc, soit l'acquisition d'une solution de gestion, soit la montée de version, donc ça veut dire la mise à jour avec ces services-là, d'accord, ces services justement du Ségur du numérique, avec une enveloppe qui est dédiée à ça. D'accord. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce programme ESMS numérique, en fin de compte, il va vous imposer de fonctionner par des systèmes de grappes. Ça, vous avez tous dû en entendre parler dans ce projet-là, ce qui veut dire que les ARS, d'accord, vont justement faire des appels à projets régional et de temps en temps national pour constituer des grappes. Donc, une grappe, c'est minimum 15 ESMS. D'accord. Ce qu'on appelle les ESMS, attention, ça veut dire c'est des établissements à part entière. Si, par exemple, vous n'avez qu'une société au terme juridique, je parle, d'accord, au sens juridique du terme, et plusieurs établissements, vous avez peut-être X ESMS, mais une seule entité. D'accord. Donc, il faut bien prendre en compte cette notion-là. Ça veut dire qu'un ESMS,
c'est vraiment au terme du finesse. Et c'est là où on retombe là-dessus. Pour ça, justement, je vous mettrai après dans le chat à la fin, à disposition la plateforme du finesse qui vous permet un peu de vous retrouver et voir un peu en fonction de votre numéro de SIRET ou de votre région, etc., le nombre de SMS que vous avez. Je vais juste le mettre tout de suite dans la discussion. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il va falloir constituer ces grappes-là. Ces grappes, forcément, vont devoir avoir le même objectif. Ça veut dire qu'une grappe ne peut sélectionner qu'un éditeur derrière. Donc, il faut trouver justement ces 15 ESMS qui veulent absolument avoir le même éditeur, porter le projet auprès de l'ARS, etc. D'accord ? Ça va être pour justement le premier billet de financement qui va être sur ceux qui n'ont pas encore de DUI. D'accord ? Après, très concrètement, vous avez tous aujourd'hui quasiment un DUI, vous êtes quasiment tous édités au sein du domicile, quoi qu'il en soit. Notamment avec les télétransmissions au niveau des départements ou quoi que ce soit, vous avez tous dû vous équiper plus ou moins pour pouvoir envoyer vos heures de télégestion auprès des départements ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous êtes déjà équipé, du coup, on rentre dans le cadre du deuxième billet de financement, où là, ça va être, en fin de compte, les ESMS qui ont déjà un DUI, d'accord, et pour lequel il va y avoir des coûts qui vont être engendrés par la mise à disposition de ces services socles. Là, du coup, il y a deux biais de financement. Ça veut dire qu'on va avoir une branche pour l'ESMS numérique, ok, donc ça va être toujours la CNSA avec les appels à projets, avec les grappes, justement, dans le régional, etc. Et forcément un peu de gestion de projet, etc. Et un deuxième biais où là, ça va être le système de financement SONS, donc système ouvert non sélectif. L'avantage de ce biais-là, c'est que vous pouvez le faire, vous, à votre niveau, sans pour autant passer par une grappe. Et les deux sont décorrélés. Vous pouvez en faire un, pas l'autre. Aussi simple que ça. Ce système SONS, il vous garantit 0 de reste à charge pour l'activation des modules du cadre du Ségur du numérique. Ça veut dire que nous, en tant qu'éditeur, quand vous allez nous faire la demande, OK, moi, je suis chez Progisap, je veux que Progisap m'active les services de Ma Santé 2022. Nous, on pourra vous activer ces modules-là en passant en fin de compte un bon de commande auprès de l'État, donc auprès de l'ASP, d'accord, pour dire, OK, je vais activer les modules pour tel ESMS. Merci de financer du coup l'activation de ces modules-là. Et donc, ça vous garantit un 0 reste à charge là-dessus. OK. Il y a un troisième biais de financement, je vais passer très rapidement là-dessus, ça reste toujours aussi par ce système-là, où en fin de compte, le programme ESMS numérique peut aussi financer les petits OG, donc les organismes gestionnaires, c'est ceux qui contiennent les ESMS. D'accord ? Ça veut dire que si vous avez par exemple une entité juridique qui regroupe 3 établissements, vous êtes un OG avec 3 ESMS derrière. Okay. Donc, pour les petits OG, vous pouvez aussi avoir des systèmes de financement pour le matériel, donc les PC, les Wi-Fi, etc. Donc voilà, ça c'est un autre biais de financement. Pour vous expliquer aussi ces différents financements, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le projet Ma Santé 2022 porte très mal son nom. Ça veut dire que tous ces financements, tous ces projets-là, en réalité, devaient à la base être faits en 2022, mais ils s'étalent vraiment sur le temps. Ça veut dire que pour vous mettre en lumière un peu par rapport à tout ce que vous pouvez entendre, il faut comprendre que si les programmes de financement s'étendent d'aujourd'hui jusqu'en 2025, c'est qu'on va y aller. D'accord ? Typiquement, le programme ESMS numérique, il y a eu cette phase d'amorçage qui a été menée en 2021, d'accord, pour lesquels on a eu 240 projets, donc 240 grappes, d'accord, qui ont été formalisées, qui concernent 6000 ESMS. L'idée, c'est que là, la phase de généralisation, elle, va s'étendre jusqu'à fin 2025. Encore une fois, c'est aujourd'hui, elle s'étend jusqu'à fin 2025. On verra plus tard si peut-être elle sera prolongée ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, ces différentes grappes, il y aura différents plannings qui seront réalisés, différents appels à projets par les ARS jusqu'à fin 2025. Donc, il faut bien comprendre que déjà, ce billet de financement-là, si vous ne le prenez pas tout de suite, vous pourriez le prendre plus tard. Bien évidemment, plus tôt c'est, mieux c'est, d'accord ? Parce que forcément, derrière, il y a quand même de la gestion de projet, il faut faire les grappes, il y a beaucoup de demandes auprès des ARS, forcément, c'est des appels à projets, on ne peut pas répondre à tous les appels à projets, entre guillemets, il y a une petite liste d'attente, OK ? Mais voilà, il faut savoir que ce n'est pas parce que vous ne la faites pas maintenant que vous n'aurez pas ces billets de financement plus tard. Voilà, ça s'étend vraiment dans le temps. Ça, c'est pour le premier billet par les ESMS numériques. Si on passe justement sur le financement aussi son, celui qui vous garantit le fameux 0 reste à charge, ça va être justement aussi jusqu'en 2025. Encore une fois, on a une première vague qui va correspondre un peu aux exigences métiers, fonctionnelles et les niveaux des services socles, qui va s'étendre jusqu'à fin 2023. D'accord ? Ça, c'est pour la vague 1.
Et justement, une deuxième version qui va pousser un peu plus les exigences au niveau des services socles et des exigences cœur de métier, où il y aura, donc, pour les éditeurs, un nouveau dossier de spécifications auquel il faudra qu'on réponde. Et donc là, ce sera une vague 2 avec une deuxième vague de financement. D'accord? On voit bien que justement, ces deux biais de financement s'étendent jusqu'en 2025. Donc, sur justement, toutes les échéances qu'on va entendre justement maintenant, mon espace santé, pardon, 1er janvier 2022, j'ai entendu dire que ProSanté Connect était obligatoire au 1er janvier 2023, etc. Oui, mais encore une fois, tous ces financements s'étendent jusqu'à 2025. Donc, l'idée, justement, c'est bien de dire qu'on doit s'engager dans la démarche avant les différentes dates. D'accord? Mais forcément, si les financements s'étendent jusqu'à aussi longtemps, ce n'est pas pour rien. Pour passer du coup sur la dernière slide qui font un peu une petite timeline avec les petites dates importantes qu'on a eues sur le projet du Ségur du numérique. Donc, le 24 janvier 2022, c'était l'ouverture du guichet de référencement Ségur. D'accord ? Là, ça, c'était une date purement pour les éditeurs. Ça veut dire que les éditeurs pouvaient candidater pour référencer leur logiciel sous le label Ségur, entre guillemets, pour bénéficier des différents financements, etc. On pouvait candidater à partir du 24 janvier 2022. Et la phase de candidature n'est toujours pas finie, parce que la date limite de dépôt des candidatures, c'est le 30 avril 2022. D'accord ? Donc là-dessus, justement, vous avez sur le site de l'ANS, pareil, je pourrais vous la mettre après s'il y a la demande, la liste des éditeurs et leur projection un peu de référencement par rapport à ces dépôts de candidature. On a une deuxième date, justement, qui va être le 15 mars 2022. Ça va être le début sur la phase 2022. Sur le 15 mars 2022, des premiers appels à projets régionaux. Encore une fois, c'est régional. Ça veut dire que peut-être que dans une région, on va en avoir tout de suite au 15 mars, peut-être que dans d'autres, il n'y en aura pas. D'accord ? C'est le principe même en fait que ces grappes, via le projet ESMS numérique, soient gérées de manière régionale. C'est elle un peu qui gère. D'accord ? On va avoir aussi une autre date, donc le 28 avril 2022. Ça va être l'ouverture des appels à financement de la vague 1 des appels SONS. Encore une fois, là, on est vraiment sur du macro. Hein, d'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la vague 1, elle s'étend, encore une fois, jusqu'au 31 décembre 2023. Le fait de passer un bon de commande par le biais du SONS, ça, entre guillemets, c'est l'éditeur qui va gérer avec l'ASP. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle impose une date d'installation, d'accord, avant le 31 mars 2024. D'accord ? Donc, encore une fois, on est sur Ma Santé 2022, mais les dates sont bien après. D'accord ? Donc, voilà, c'est vraiment ça que je veux mettre en lumière aussi sur ces différentes échéances. Ça ne veut pas dire que, OK, c'est bon, c'est cool, je peux prendre mon temps. Il faut quand même s'y intéresser. D'accord ? Il ne faut pas non plus se mettre la pression en se disant, OK, je vais tout faire à l'arrache parce que je n'ai pas pris le train à temps ou quoi que ce soit. Et voilà, c'est de se dire quand même, OK, on se pose, on peut en discuter calmement, faire les choses bien. Juin 2022, du coup, c'est le début des dépôts de preuves en moyenne, voilà, des différents éditeurs qui vont, notamment Progisap, qui vont commencer à déposer les preuves dans le cadre du référencement Ségur. D'accord ? Donc, ça veut dire que les éditeurs vont justement développer un peu toutes ces exigences, cœur de métier, si ce n'est pas déjà commencé, avec les différentes intégrations des services socles. Et donc, les éditeurs vont commencer à déposer les preuves auprès de l'ANS pour être référencés Ségur. D'accord ? Donc, en juin, on va déposer ces preuves-là. Derrière, il y a aussi tout ce processus de référencement, dont je ne vous parle pas parce que ça concerne l'éditeur et l'ANS, mais il y a des audits internes, etc., où l'ANS se déplace pour voir le logiciel, etc. Donc, ça intervient grosso modo en juin. D'accord ? Au 1er janvier 2023, je vous ai mis quand même cette date-là parce que c'est des dates qu'on retrouve un peu dans différents arrêtés, etc., qu'on voit. Notamment, tout à l'heure, je prenais l'exemple de ProSanté Connect parce qu'il y a eu l'arrêté justement du 4 avril qui impose un peu l'utilisation de ProSanté Connect au 1er janvier 2023. Encore une fois, je ne pense pas non plus que le 2 janvier, il va y avoir des contrôles, etc. L'idée, c'est vraiment de se dire, OK, je m'engage dans la démarche du projet Ségur, j'ai fait la demande de financement, que mon éditeur me mette à disposition toutes ces choses-là, etc. Voilà. Obligé de passer par des textes de loi parce qu'on sait très bien ici comment ça se passe. Mais l'idée, c'est vraiment plus de justifier que, OK, je me suis engagé dans la démarche, j'ai passé mes billets de financement, j'ai passé tout ça, j'ai fait les demandes, je suis en train de mettre en place tout ça. Et c'est bien pour ça, c'est bien la raison pour laquelle, justement, on a ces différentes échéances au niveau des financements. D'accord ? Donc, l'idée, c'est bien ça. Pour vous mettre un peu en lumière, l'INS dont on parlait tout à l'heure, depuis le 1er janvier 2021, c'est obligatoire
pour véhiculer les données de santé. Pour autant, voilà, les téléservices, etc., il y a encore des ateliers dessus, etc. Donc, voilà, c'est toujours en cours. C'est là vraiment où je veux en venir. Touche à la fin du webinaire. J'espère avoir été clair, de ne pas avoir tout mélangé. Encore une fois, ce que je voulais vraiment mettre en lumière, c'était de se dire, OK, sur le projet du Ségur du numérique et tout ce que vous entendez au niveau du service SOC, vraiment faire cette spécificité sur le domicile. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de termes qu'on entend qui ne nous concernent pas forcément, mais qui nous font un peu peur. Et quand on met le nez dedans, on se dit, OK, mais d'accord, mais ça, c'est pour un autre couloir, ou ça, c'est pour un autre profil. Je n'ai pas les mêmes exigences qu'un EHPAD ou quoi que ce soit. Donc, l'idée, c'est vraiment ça aussi, de pouvoir un peu rassurer le côté de domicile et de se dire, OK, les éditeurs, de toute façon, mettent les choses en place. Faut pas forcément, faut connaître un minimum pour se dire, OK, est-ce que je suis touché ou pas par ce que j'entends? Est-ce que je suis concerné? C'est vraiment ça l'idée. Donc, j'espère que j'ai réussi ma mission. J'ai essayé d'être le plus clair possible. De toute façon, on va le voir avec les questions-réponses. Ouais, Nicolas, j'ai des questions. Je vais déjà passer, je te laisse regarder les questions et je vais passer les adhérents en panélistes. Comme ça, ils pourront poser directement leurs questions en plus, s'ils n'ont pas toutes leurs réponses. Mais j'ai une question de Corinne et de Xavier. Alors, attends, je vais les prendre dans l'ordre du coup. Donc, Corinne qui disait « Cela ne concerne que les activités APA des SAD. Dans ce cas, pourquoi n'en pas d'informations de la part du conseil départemental à ce sujet ?» Alors, si tu peux la passer en panéliste? Corinne, du coup, elle est passée. OK. APA, oui et non, du coup, parce que forcément, encore une fois, l'idée, c'est de se dire que ça rentre dans le parcours de soins en fait, d'une personne. Donc, là, pas forcément, il y aura cette notion de prise en charge, etc., qui va rentrer en compte. Très concrètement, dès lors que c'est une personne fragile ou quoi que ce soit, ça peut rentrer aussi dans le cadre. Les conseils départementaux, tout simplement, n'en parlent pas parce que pour le moment, ils ne sont pas imbriqués là-dedans, tout simplement. C'est-à-dire qu'eux, ils continuent juste à prendre en charge, etc., mais ça leur passe un peu au-dessus, entre guillemets. Tout est géré derrière vraiment au niveau national pour coordonner tout ça. Donc là, aujourd'hui, très concrètement, il y a encore beaucoup de réunions avec les éditeurs, etc., pour cadrer tous ces projets-là. Et voilà pourquoi les conseils départementaux, on ne parle pas forcément encore. Quel est l'intérêt d'opter pour un financement ESMS numérique si on peut opter par le financement son, ce qui promet un zéro reste à charge et pas de contrainte d'obtenir une grappe? Et de quel type de financement parle-t-on? Donc, attention, c'est deux choses différentes. Effectivement. Si tu peux retourner là sur la partie des financements, ce tableau-là. Ça veut dire qu'on a deux biais de financement. Le SONS, encore une fois, il va vous financer l'activation, grosso modo, de ces modules. OK. Donc, ça veut dire que, OK, chez Progisap, on va vous mettre à disposition les modules de l'INS, les modules du ProSanté Connect, la messagerie sécurisée de santé, etc. Par contre, simple mise à disposition de tout ça ne veut pas dire que vous l'utilisez. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on a justement cet autre financement de ESMS numérique qui, si vous regardez bien ici, ça précise que c'est pour renforcer les usages. D'accord? Donc là, justement, ça va être la formation, ça va être l'accompagnement, ça va être tout ça qui va justement rentrer en compte et pour pouvoir justement être sûr de bien utiliser tout ça. Attention, ces financements, justement, ils nécessitent de justifier qu'on utilise bien tout ça. Ça veut dire que les éditeurs vont forcément vous mettre aussi à disposition des reportings. Ça fait partie justement des dossiers pour être référencé Ségur, des reportings pour être sûr que ok, vous utilisez bien les fonctionnalités qui sont mises à disposition. Ça veut dire que dans le reporting, on va avoir par exemple ok, combien de documents sont déposés sur le DMP, combien d'appels au téléservice de l'INS ont été réalisés, etc. Donc ces reportings-là, justement, et ces financements permettent de mettre des actions supplémentaires pour financer les usages. J'espère que ça a été clair, Corinne. En tout cas, voilà. Après, effectivement, ce n'est pas forcément obligatoire. Voilà. Il y a aussi beaucoup de gestion de projets qui sont faits là-dedans, etc. Très concrètement, je pense que la partie grappe pure et dure sur la partie acquisition, pour rejoindre une grappe régionale, c'est donc la gestion de projet, etc. Pour quelqu'un qui est déjà équipé, peut-être pas forcément nécessité. Voilà. Si derrière, effectivement, il y a l'autre biais avec le SONS et le financement sur les usages, etc. Mais voilà. Question de Xavier. Bonjour, le fait d'avoir d'ores et déjà une grappe peut-il constituer un frein à un changement de logiciel métier sur la période 2022-2025? Alors, si vous avez déjà rejoint une grappe, normalement, cette grappe a déjà un objectif. Donc, il faut surtout
savoir quel objectif a cette grappe. Ça veut dire que votre grappe aujourd'hui, déjà, dans quel biais? Est-ce que c'est dans le biais d'une montée de version ou est-ce que c'est dans le biais d'un changement de logiciel? Si c'est dans le biais d'un changement de logiciel, ça veut dire qu'il n'y aura qu'un seul logiciel. Il n'y a pas trop le choix. Ça veut dire que cette grappe a été sélectionnée pour le logiciel X. Ça s'arrête là. Et tous les ESMS de cette grappe vont bénéficier du logiciel X. Pour la montée de version, c'est le même principe. C'est de dire, OK, je constitue une grappe d'utilisateurs de Progisa. D'accord. Forcément, nous, derrière, on va vous aider aussi à constituer ces grappes-là. Hein. On va mettre des portails à disposition pour dire, moi, je veux rejoindre une grappe, je fais partie de telle région. Et nous, comme ça va aussi nous permettre de pouvoir regrouper nos clients pour faire ces montées de version-là. D'accord. Mais l'idée, c'est ça, c'est de se dire, quand je veux faire une montée de version, je fais bien la montée de version d'une solution. Donc, il faudrait surtout savoir, là, la grappe que vous avez rejoint, dans quel but et pour quelle solution. Et je pense que du coup, la question, c'était si vous avez rejoint une première grappe en une montée de version. Enfin, je ne sais pas si du coup, vous pouvez… je ne sais pas si ça a répondu à votre question, Xavier. Je vais rejoindre la discussion. Je sais pas. OK. Question de Johanna. Si notre éditeur ne semble pas prendre ce tournant numérique, peut-on avoir une subvention pour changer d'éditeur? Effectivement, du coup, ça rentre dans le cadre du financement que vous voyez à gauche. Donc, ça veut dire que là, vous avez le financement ESMS numérique qui vous permet d'acquérir une nouvelle solution. Donc là, soit vous passez par le système de grappe, soit après, encore une fois, il y a d'autres… je vais rebondir après sur le message de Xavier. Voilà, soit après, il y a encore d'autres financements aujourd'hui qui sont faits au-delà de Ma Santé 2022, qui vous permettent aussi de changer de logiciel avec approximativement les mêmes montants et vous, à votre niveau, et après, derrière, de pouvoir aussi constituer une grappe, par exemple, pour une montée de version. Du coup, la réponse de Xavier, qui ne connaissait pas l'objectif exact de la grappe, renseignez-vous. Renseignez-vous sur… normalement, la grappe, à chaque fois, il y a un organisme gestionnaire qui est censé un peu gérer le projet. Donc, ça veut dire que vous pouvez très bien vous rapprocher de cet organisme gestionnaire pour savoir un peu l'objectif de la grappe, etc. Mais ouais, très concrètement, ça veut dire que vous avez déjà bénéficié d'un programme justement de SMS numérique. Dans quel cadre, du coup, il faudrait savoir. Bon, pas d'autres questions. Écoutez, je vous remercie pour votre attention. Si jamais il y a d'autres questions, de toute manière, n'hésitez pas à nous contacter ou quoi que ce soit vis-à-vis de tout ça. Agnès, peut-être le mot de la fin. Merci. Merci à vous tous. Merci Nicolas pour toutes ces données. C'est simple, c'est clair. On voit bien que c'est l'objectif, c'est d'améliorer la prise en charge du parcours de santé de la personne. Et vraiment, ça a été très clair en tous les cas au niveau de tes explications et de tout cet univers du numérique de la santé. Merci beaucoup. Et ce qui est vraiment, je pense, juste important, c'est bien dire, regardez quel est votre numéro finesse et faites le nécessaire par rapport à votre numéro finesse pour pouvoir rentrer dans ce virage numérique. Le numéro finesse, normalement, a été attribué auprès de… ça veut dire que normalement, le principe, c'était ça, c'était de se dire, OK, un établissement autorisé, un numéro de finesse. Vérifiez quand même au niveau du finesse, il y a, par retour d'expérience, des fois des petits loupés, des sociétés qui ne l'ont pas ou quoi que ce soit. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour bénéficier du SONS en 2022, il faut absolument être au répertoire finesse au 1er janvier 2022, si je ne dis pas de bêtises. Oui, c'est ça. Début janvier 2022. Ça veut dire que si vous n'aviez pas de finesse à cette date-là, ce sera forcément du SONS en 2023. Vous voyez un peu le paradoxe, c'est que derrière, forcément, vous allez vouloir ces financements pour vous financer le module Ma Santé 2022, mais les arrêtés du 4 avril, par exemple, disent que ProSanté Connect, c'est 1er janvier 2023. Donc, c'est vraiment pour mettre en lumière ce côté-là aussi, de se dire que, OK, on m'empêche d'avoir le financement pour accéder au truc, mais en même temps, on me demande de le mettre en place avant. Donc, voilà, c'est toutes ces choses-là qui me confortent dans le fait de vous dire qu'il faut vraiment s'engager dans la démarche pour le 1er janvier 2023. Et vraiment, tapez votre numéro de SIRET sur le finesse, vous aurez même des fois des surprises. OK. Écoutez, merci à tous. S'il n'y a pas d'autres questions, bon après-midi. Et puis, à très bientôt pour
une nouvelle présentation ou des nouvelles choses qui vont évoluer par rapport à ça. C'est ça. OK, Merci beaucoup. merci beaucoup, Bon courage à Nicolas. tous. Merci Bonne Agnès. journée. Bonne journée, Au revoir. merci Eladj, bonne journée. Ciao. Ciao.